Ici Pascal Girard. Bienvenue au Cercle de presse. Souvent, à cette tribune, nous parlons de politique. Nous recevons des députés, nous recevons des maires, des préfets. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, nous recevons le juge à la retraite Michael Sheehan, qui a eu la tristesse de perdre son fils, qui s'est suicidé en 1995. Il est aujourd'hui beaucoup impliqué et il fait le tour de la province et il s'implique comme bénévole pour cette question. Nous aurons aussi Laurent Garneau, responsable du secteur communautaire pour le Centre de prévention du suicide au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous allons parler de ce qu'il faut faire, comment voir les signes pour les gens qui ont des idées suicidaires, quoi faire pour un parent qui a peur que son enfant se suicide et quoi faire pour un parent dont l'enfant est passé aux actes. Donc tout ça et bien plus dans ce cercle de presse. Le juge à la retraite, Michael Sheehan. Merci d'être là. Je vais changer un petit peu la formule à peine. C'est M. Garneau aura une petite présentation avant notre invité et par la suite, on passera à la période de questions. Et la première question va à l'ancienne présidente du Centre de presse, Mme Catherine Delisle. À vous, M. Garneau, et j'inviterai mes autres collègues à me faire signe pour des questions. À vous, M. Garneau, et merci d'être là. Merci beaucoup d'avoir répondu un grand nombre à l'appel. Écoutez, vous avez l'opportunité de m'inviter souvent et dans le fond, c'est simplement une petite mise en contexte. Vous savez, la présence du juge Michael Sheehan aujourd'hui est en lien avec la 23e semaine de prévention du suicide. Alors, souvent on dit la semaine nationale de prévention du suicide sous le thème « Le suicide n'est pas une option ». Donc, pour une 3e année, c'est « Le suicide n'est pas une option » pour amorcer un changement de culture parce que, comme société, peut-être qu'on avait une plus grande acceptabilité de l'option suicide, alors que dans d'autres sociétés, malgré des fois des contextes de tourmente, les taux de suicide sont pratiquement nuls. Je pense qu'on a fait un bon chemin de ce côté-là. Et cette année, on a ajouté T'es important pour nous. Alors, T'es important pour nous, c'était dans l'optique de continuer à développer le vaste filet de sécurité autour des gens qui sont vulnérables, mais aussi de profiter de cette semaine-là pour dire aux gens qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on est content de les avoir dans notre vie, qu'on est là si jamais des fois ils ont des contre-coups. Et qu'ils sont là aussi pour nous autres parce que des fois, ils sont dans notre réseau de soutien. Alors, on profite de cette tribune-là et, il y a eu toutes sortes d'initiatives également qui ont été amorcées donc au niveau provincial et ça va très bien de ce côté-là. Je vous dirais qu'au cours des 10 dernières années, le taux de suicide, on l'a réduit en moyenne dans l'ensemble de la province de 4 %. Vous avez un communiqué de presse donc dans une pochette. Et la région a suivi cette tendance. Quand on regarde certaines années, finalement, on avait facilement 72, 74 suicides, alors que là, ces dernières années, on s'est ramené autour d'une 40aine de cas. C'est beaucoup de monde encore et on sait qu'un suicide, c'est une onde de choc dans une collectivité et c'est loin d'être une libération pour les gens qui restent. Alors, cette année, donc, on a encore une fois, il y a 3 ans, donc on avait initié une série de conférences un peu partout dans la région parce qu'en étant à vocation régionale, on veut se rapprocher des gens, on veut mobiliser, on veut outiller, on veut conscientiser les gens. Et donc, on s'est déplacé un petit peu partout sur le territoire et à chaque année, un prix symbolique de 5 $. On offre aux gens des conférenciers, conférencières de marque. Et donc, cette année, c'était hier, entre autres, on avait une conférence à Alma et ce soir, on a une conférence à l'Abbé également. Donc, le juge Michael Sheehan vient nous parler de la magie de l'écoute pour prévenir la détresse et le suicide. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole au juge Michael Sheehan. Écoutez, c'est la 4e fois, finalement, qu'on l'interpelle pour différentes actions. C'est la première fois, par contre, au niveau du grand public. C'est un être exceptionnel, c'est quelqu'un que je connais très, très bien, que j'ai eu la chance, dans le fond, de connaître et de côtoyer.
et il va nous parler de l'importance des médias dans la prévention du suicide. Et juste avant de céder la parole au juge, on a la chance également d'accueillir un grand gouverneur du Club Rotary en la personne de M. Serge Poulain. Alors, M. Poulain il a eu une onde de choc également. Il a été touché par le suicide et il a rebondi et finalement, je dirais pas qu'il l'a utilisé comme tremplin, mais on dit des fois qu'un geste vaut 1000 mots. On dit des fois qu'il y a peut-être moyen de contribuer à changer le cours des choses. Et en tout cas, vous prendrez peut-être, si vous avez le goût, là, je vous invite à rencontrer M. Poulain puis de voir un peu qu'est-ce qu'il a initié comme mouvement. Et vous allez voir que Rotary, c'est international et il a enclenché là, tout qu'un processus. Alors, j'en dis pas plus. Serge Poulain est là et je cède la parole à l'honorable juge Michael Chien. Merci, Laurent. La première chose, et merci à chacun de vous de me fournir l'occasion de vous adresser la parole. C'est un privilège pour moi d'être ici. Je disais tantôt à un de vos collègues, je suis originaire de la Gaspésie, vous savez. Il y a longtemps que je demeure à Québec, au-delà de 45 ans, mais quand même, il faut aller en région pour voir des gens qui travaillent ensemble. Et Cercle de la presse, là, c'est un bel exemple. On m'a demandé d'adresser la question de l'impact des médias sur le taux du suicide au Québec. Au Québec et ailleurs. La bonne nouvelle, c'est que oui, les médias ont un impact. Et la mauvaise nouvelle, oui, les médias ont un impact. Pour prétendre qu'il n'y a pas d'impact, il faudrait conclure que tout le monde est fou aux États-Unis là, et dans les multinationales qui font de la pub. Au Super Bowl, on n'a pas besoin d'aller loin. 3,5 millions par 30 secondes de publicité. 3,5 millions. Et c'est un exemple aussi de contagion au niveau de comportement humain. Vous le savez peut-être, ceux qui s'intéressent aux statistiques, là, d'après les vérifications, 1,25 milliard d'ailes de poulet consommées en une journée. C'est du poulet, ça, là. Hein? Donc, pensez là, que les médias n'ont pas d'impact, c'est ridicule. Vous le savez, puis je n'ai pas besoin de vous convaincre. Mais mon message à vous, c'est que vous avez beaucoup d'impact, mais vous avez un impact positif. Hein? Puis ça fonctionne vite. Puis aujourd'hui, on a même les médias sociaux. Hein? C'est encore plus vite. C'est comme un feu de forêt. Hein? Ça s'étend. On a juste à regarder le résultat que donne une émission comme Yamaska. Hein? Et la façon positive et le message positif qu'il livre par les temps qui courent relativement à la prévention du suicide. J'ai eu le privilège d'être le porte-parole au niveau de l'ensemble du Québec, 1 an, pour la prévention du suicide. Et en une semaine, grâce à Laurent Garneau et d'autres, un comité où on s'est beaucoup préparé pour finir le message, on a fait 35 émissions et entrevues en une semaine. On a eu de la couverture, beaucoup. Puis c'était une belle couverture. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que à chaque plateau, à chaque endroit, chaque rencontre, chaque entrevue, il y avait quelqu'un, une recherchiste, un journaliste, un membre de l'équipe qui venait me voir et qui me chuchotait à l'oreille « Je vous comprends. Je vous comprends. Pourquoi vous me comprenez?
je vous comprends parce que moi, mon père s'est enlevé la vie. Mais dites-le pas. Dites-le pas à personne. Il y avait beaucoup de préjugés au niveau de la détresse, de problèmes de santé mentale. Mais j'ai réalisé une chose, c'est que c'est peut-être pas une nouvelle pour vous, mais ça peut être une nouvelle pour certaines personnes. Les gens des médias sont des êtres humains extraordinaires et généreux et compétents. Puis je vous dis pas ça pour vous beurrer, c'est l'expérience que j'ai vécue moi-même. Si vous me permettez, j'aimerais vous raconter une petite rencontre que j'ai eue. Laurent nous avait dit, en préparant la semaine à cette occasion-là, si on est capable d'avoir une entrevue avec l'un ou l'autre des deux Mongrain, ça va être extraordinaire. La semaine va être une réussite. On a fait les deux. Puis, quand je me suis présenté chez Guy Mongrain, alors qu'il était à tout le monde... salut, bonjour, oui, pas tout le monde en parle, mais salut, bonjour. Je prenais mon café en attendant mon tour. Il est allé au petit coin, il revient, il rentre dans la même pièce que moi. Il dit, Monsieur le juge, soyez pas inquiet, là. Moi, une entrevue, là, on va jaser. C'est pas plus grave que ça. J'ai dit, ça va durer combien de temps? J'ai dit 5 minutes, 10 minutes. Il dit 7 minutes max. Max. Peut-être plutôt 5. J'ai dit, j'aimerais qu'on en profite pour dire des choses aidantes à vos téléspectateurs. C'est quand même important, c'est une belle occasion, il ne faut pas la manquer. Et il dit, je veux bien, mais je ne connais rien du suicide. Je dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je connais le sujet. Je suis un père endeuillé et je suis un bénévole. J'ai fait de l'écoute. Je peux vous en parler longuement. Vous avez juste à me demander, me poser la question pourquoi? Pourquoi? Je n'aurai pas toutes les réponses, mais ça va bien aller. J'ai dit, avez-vous des enfants? Il dit, oui, j'ai deux ados, 15 et 17 ans, à peu près. Puis il dit, c'est pas évident. J'ai dit, voulez-vous? Ce matin, on va s'adresser, vous et moi, à vos deux ados, à vos deux garçons. OK? Puis il dit, ça va. On a fait la plus belle entrevue de la semaine. En s'adressant, en disant, on va oublier tous les autres. On va s'adresser à vos deux ados. C'était un parent, comme tous les parents, comme moi et comme d'autres, puis comme chacun de vous qui êtes parents, qui avez des ados. Des fois, on a des hauts et des bas, puis on a des inquiétudes. On voudrait les ménager, puis leur rendre la vie facile, mais c'est pas toujours possible. Puis à chaque fois qu'ils font un bon coup, on s'attribue le succès. On dit c'est notre faute. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il arrive une tragédie, on s'attribue la culpabilité aussi, qui est énorme, je peux vous le dire. C'est un gros impact. C'est une cause énorme. J'ai ici un tableau devant moi, puis il est probablement dans votre pochette. En 1981, il y avait 1382 décès au Québec sur nos routes par année. OK? Et dernière année pour le tableau, 2007, il y en a 583. Puis probablement, ça continue à baisser. Pourquoi ça continue à baisser? Parce qu'on a utilisé les médias, on a fait de la publicité, puis on s'est mis à la tâche, puis les gens ont travaillé ensemble, puis on a changé les choses. Durant ce temps-là, en 81, le taux de suicide était de 1047 en 81. En 2007,
1100. 1100, puis il avait passé jusqu'à 1620, 1620. Présentement, il a baissé d'environ 500. Mais le problème, à 1100, c'est le double des décès sur nos routes. Puis on pense qu'il y en a beaucoup des décès sur nos routes. On ne se trompe pas, il y en a beaucoup trop. Mais des suicides, il y en a beaucoup trop aussi. 2 fois le nombre de décès sur nos routes au Québec, ici. Alors, on va passer aux questions. D'accord. Merci beaucoup, M. Sheehan. Donc, j'avais annoncé Catherine Delisle. S'il y a d'autres qui veulent se faire connaître, allez-y donc, Catherine Delisle, Le Quotidien. Simplement pour dire, on a le directeur du centre aussi, qui a été 35 ans dans les médias, M. André Louis, qui est disponible si des fois vous avez également des questions. Il y aurait beaucoup de questions, mais d'abord une, vous disiez, Monsieur le juge, que à l'émission de M. Mongrain, vous avez dit, peut-être qu'on pourrait s'adresser aux enfants, mais moi j'aimerais ça... Aux ados. Aux ados, oui. Oui. Mais moi j'aimerais Ses ça... enfants, lui. Oui, c'est ça. Que vous vous adressiez aux adultes endeuillés qui perdent un enfant. Qu'est-ce qu'on dit à un parent qui doit ressentir une culpabilité absolument incroyable? Alors j'aimerais savoir, ce matin, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un parent endeuillé? Aussi à un parent qui n'est pas endeuillé, mais qui craint. Puis aussi, vous avez parlé, je fais du Bertrand Tremblay. Aussi, vous avez parlé du rôle des médias. Puis pour travailler... Vous avez droit à 3 chances, hein? Depuis, c'est parce qu'après ça, j'aurais peut-être plus la chance. Peut-être qu'on viendra... Non, ça va. Peut-être qu'on va revenir, Catherine, pour le rôle des médias, si tu me permets. OK. Mais, Parce que je ne sais pas si c'est mieux de commencer par les médias. Le parent endeuillé est... d'abord, là, c'est un échec, hein? Le pire des échecs. L'enfant naissant, on le prend dans nos bras. Même comme parent, on ne l'a pas porté, c'est sûr. Mais là, la première occasion, qu'est-ce qu'on lui dit? Le bébé, là, il vient de naître. On lui dit, on le regarde, puis on a un élan d'admiration. Hein? Puis on dit, mon Dieu, il est beau. Il ressemble à sa mère, Dieu merci. Mais on lui fait notre admiration, hein, se transforme dans un engagement solennel, rapidement. On dit, je te promets, je vais prendre soin de toi. Je vais t'héberger, je vais te nourrir, je vais te vêtir, je vais t'éduquer, je vais te transmettre mes belles valeurs. Mais surtout, je vais te protéger. Je vais te protéger, je serai toujours là pour toi. Il vient de naître. Et là, on a pris l'engagement solennel. Quand le même enfant s'enlève la vie, qu'importe l'âge, c'est un échec, c'est le viol, c'est le manquement de notre engagement solennel comme parents. Hein? Et on vit une culpabilité incroyable. Puis ceux qui vous disent c'est correct, puis ceux qui viennent nous dire c'est mieux comme ça, bullshit. Pas vrai. Pas vrai. Hein? Qu'est-ce qu'un parent endeuillé peut faire? La première chose que je dis, moi, quand je m'adresse à des parents dans leur cuisine, je cogne à la porte. Je leur dis, la première chose à faire, c'est de vous donner le droit de vivre votre peine, de pleurer. Trouvez-vous un endroit où vous pouvez pleurer, vivre votre peine. Trouvez-vous un confident, un ami qui peut endurer, vous voir, vivre votre peine. C'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, on profite de toutes les ressources qui existent pour obtenir de l'aide, parce que les endeuillés ont grandement besoin d'aide. Maintenant, vous vouliez... Est-ce qu'on a le droit à un deuxième... Le deuxième aspect... C'était les adultes qui... Pardon. Les parents chez qui c'est pas encore arrivé, mais qui sont affolés parce que... Hein,
ils viennent d'apprendre que leur ado pense au suicide. Ou que leur conjointe, là, parce que, OK, c'est surtout chez les hommes un peu plus âgés, là, le taux le plus élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les surveiller beaucoup, mais il faut surtout obtenir de l'aide professionnelle. Pourquoi de l'aide professionnelle? Parce que la personne qui pense au suicide, que ce soit un ado ou un adulte, et tout est dans la perception. Ce qu'on pense, c'est ça qui nous mène. Hein? C'est la perception qui mène. Je n'ai pas besoin de vous dire ça. Vous êtes des spécialistes en communication. Hein? C'est pas ce qu'on dit, c'est ce qui est compris. Alors, ce que la personne suicidaire comprend, c'est que elle est échec. Elle n'a jamais rien réussi de sa vie. Hein? Jamais. Peut être un premier de classe, mais c'est tout effacé, puis on ne voit plus. Hein? On est convaincu que la souffrance qu'on vit, parce que c'est souffrant de vivre une détresse grave, jamais ça va s'améliorer. Jamais. Personne ne me comprend. Je ne suis pas à ma place. La société, c'est juste de la merde. Comprenez-vous? Ils ont une vision tronquée de la réalité. Et ils ont perdu espoir. Ils n'ont aucun espoir. Je parle d'une personne qui vit une détresse grave et qui pense au suicide. Ils sont convaincus que personne ne peut les aider. Et surtout, ils sont convaincus que, puisqu'ils vivent des difficultés, des problèmes de toutes sortes, et parce qu'ils ne sont pas capables, ils se voient incapables d'en sortir, ils sont convaincus qu'il n'y a rien à faire. Et quand ils ont perdu espoir, ils deviennent en désespoir. Puis quand on est en désespoir, le chemin, c'est pas un gros pas à faire pour devenir désespéré. Avez-vous déjà vu quelqu'un de désespéré? Prenez quelqu'un qui ne sait pas nager, envoyez-le à l'eau. Il va battre de l'aile de manière désespérée. Quand on est désespéré, on passe à l'action. On peut donner une impression avant de passer à l'action que tout est beau, parce que tout est en dedans, puis on ne l'annonce pas. Mais on passe à l'action. Puis pire, c'est qu'on passe à l'action sans égard aux conséquences, parce qu'on veut que notre souffrance arrête. Les gens qui s'enlèvent la vie, ils ne veulent pas mourir. Ils veulent que leur souffrance arrête. Le malheur, c'est qu'ils sont convaincus que cette souffrance-là n'arrêtera jamais et que personne ne peut les aider. Ça, c'est faux. Leur vision tronquée de la réalité, c'est une vision tronquée. Le suicide, des idées suicidaires, c'est échafaudé sur le faux. C'est comme si, comme journaliste, vous écriviez des articles bourrés de fausseté. Comprenez-vous? Donc, ils ont besoin d'aide. Besoin d'aide. Et ça presse. L'aide d'un ami pour les écouter et les convaincre de l'accompagner vers l'aide et les ressources qui existent. Mais ils ont besoin d'aide professionnelle. Professionnelle. Le drame au Québec, c'est que nos ressources d'aide sont extraordinaires. Extraordinaires. On a les meilleures ressources au monde. On fait la leçon ailleurs. Les gens de d'autres pays viennent ici pour examiner nos moyens de prévention et pour écouter nos experts. On a les meilleurs. Le problème, c'est que 25% seulement des gens en détresse grave et qui pensent au suicide, 25% seulement reçoivent l'aide professionnelle dont ils ont besoin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait travailler
appliquer la médecine là où ça fait mal. Où est-ce que ça nous fait mal au Québec? Sur le 25 %. Il faut travailler sur le 25 %. Il faut s'embrigader, tout le monde, pour que plus jamais des gens en détresse grave vivent leur détresse seuls, convaincus que leur vision tronquée de la réalité est une vision vraie, fondée. Ce n'est pas le cas. Il y a 50 %, selon l'Organisation mondiale de la santé, de ces gens-là reçoivent aucune aide, zéro. Dans une société civilisée, ça n'a aucun sens. Un autre 25 % reçoivent pas l'aide adéquate. Ils vont peut-être la recevoir dans un premier temps, ils ne suivent pas les prescriptions, ils arrêtent, ils interrompent leur thérapie. Ils vont au mauvais endroit, chez des remmancheurs ou des pseudo-spécialistes. C'est ça. M'excuse la longue réponse, madame. Non, c'est très bien. Prochaine question, Carole Néron. Je ne sais pas qui pourrait me répondre. Là, il y a un phénomène nouveau, récent, qui est très inquiétant, les meurtres suivis de suicides. On a l'impression que ça fait seulement quelques années, peut-être 5 ans ou 7 ans, que ça nous touche ici au Québec. On a des exemples récents. Est-ce que c'est documenté, ça? On a l'impression que quelqu'un qui veut se suicider, il y a 3 catégories de type suicidaire. Des gens qui vont commettre le geste ultime seuls, sans dommage pour leur environnement immédiat. D'autres qui veulent entraîner leur famille dans la mort. Est-ce que... J'aimerais qu'on parle aussi, vous pourriez peut-être nous éclairer sur l'effet d'entraînement par rapport aux médias. On a l'impression que quand une mère, un père va tuer ses enfants, va se suicider après, on a l'impression qu'il y en a d'autres qui arrivent après. On regarde ça. Là, puis est-ce que c'est documenté? Est-ce qu'il y a des études qui sont en train de se faire là-dessus? Vous venez de répondre à votre question. Vous dites qu'il y a 3 catégories de suicides, dont celui-là. Celui-là, c'est archi rare. Comprenez-vous? Je n'ai pas des chiffres exacts d'une grande étude, mais c'est archi rare. Malheureusement, quand ça arrive, on en parle tellement, qu'on s'imagine que ça arrive à tous les 2 cas de suicide. Ce n'est pas le cas. Dieu merci, parce que c'est doublement tragique. Il y a des victimes innocentes de jeunes enfants. Ça n'a pas de sens. Puis il faut être en sérieux détresse là, pour enlever la vie à nos propres enfants en bas âge. Ça n'a aucun sens. Mais ça prouve encore là à quel point la personne en sérieux détresse, une détresse grave, puis qui pense au suicide, a besoin d'aide professionnelle. Mais, oui, Carole, si vous revenez. Est-ce qu'il y a des personnalités la personnalité suicidaire, est-ce que ça touche... n'importe qui peut être... N'importe qui. Les causes... Fils de juge, vedette des médias, on l'a vu. Clara, juste s'assurer d'avoir le micro. On pense souvent aux gens qui sont dans la tourmente. Des gens, des fois, on peut avoir l'impression que... Pardon, c'est des gens, des fois, qui manquent d'habileté ou des gens qui sont dans des contextes de vie abominables. On peut avoir des performeurs, on peut avoir des clowns tristes, on peut avoir des vedettes, on peut avoir des gens qui sont bien nantis. Alors, être bien avec soi, être bien dans sa peau. On voit des vedettes, des fois, que financièrement, on serait porté à dire qu'ils ont tout pour être heureux. Mais des fois, là, avec eux autres mêmes, ils ne sont pas bien. Des fois, il y a aussi le statut, la pression qui va avec, etc., qui peuvent nous piéger. Alors, ça peut des fois être un frein. Nous empêcher d'aller s'en chercher de l'aide, d'utiliser des services. Ça peut interférer des fois sur nos relations. Et en lien avec les drames, bien, effectivement, il y a des travaux. Il y a un comité ministériel qui avait été mis sur pied pour donc regarder toutes les diverses facettes inhérentes aux drames familiaux.
Donc, les travaux, normalement, il y a des travaux, me semble, qui ont été déposés et ce comité-là continue donc à se réunir. C'est certain que la forte médiatisation, parce que ça ébranle aussi beaucoup, peut amener des fois une impression qu'il y en a plus qu'avant, qu'il y en a beaucoup. Mais la nature, puis des fois même aussi le statut des gens qui commettent des gestes comme ça nous jette par terre, parce que des fois, c'est dans certains cas, c'est des gens qui, normalement, maintiennent en vie, prennent soin, puis tu te dis, mais leurs propres enfants, qu'est-ce qu'ils ont servi à leurs propres enfants? Mais comme le juge le disait si bien, c'est pas des gens qui réfléchissent comme il y en avait l'habitude, c'est pas des gens en même temps aussi qui le font avec... je dirais, toute la capacité d'analyse habituelle. Et des fois, on peut voir sur le coup de la vengeance. Des fois, on peut le voir selon toujours leur logique comme étant un facteur, une façon de protéger, par exemple, les proches, de dire, si je pars, qu'est-ce qui va leur arriver? Alors, je vais les amener avec moi. Donc, c'est du cas par cas. Mais il y a une logique qui n'est plus la même. Et la forte médiatisation... Et on voit un petit peu des drames qui arrivent ailleurs, dans d'autres pays, des tueries, etc. Et après coup, des fois, des gens qui sont vulnérables, des gens, des fois, qui peuvent être troublés ou peut-être même, des fois, la perception est biaisée par l'émotivité, etc., peut, des fois, les amener à une imitation du geste, voire même, des fois, à commettre l'irréparable envers d'autres personnes ou envers eux autres mêmes. Prochaine question, on va revenir à Catherine Delisle. Par la suite, ce sera Catherine Gaudreault d'Astral. Vous avez parlé des médias d'information. C'est toujours difficile pour un média d'information de savoir comment traiter cette information-là. C'est sûr, c'est les publics, ça devient différent. Mais je voudrais en venir aux médias sociaux. Parce qu'aujourd'hui, avec nos jeunes adolescents, ça ne se limite plus là, à la petite cour d'école là, où un taloche l'autre, le talonne. Bon. Mais là, c'est dans ta maison, c'est dans ton salon, c'est dans ta chambre, c'est tout le temps. Et maintenant, c'est tellement large, la diffusion est tellement grande. Alors, un jeune adolescent qui n'est pas bien dans sa peau, qu'est-ce qu'un parent doit faire? On a eu des cas de fugue, des gens qu'on ne retrouve plus. On met la faute sur les écoles qui n'interviennent pas assez. On sait pas, comme parents, où se placer, quoi faire, comment intervenir. Les écoles, c'est tellement un gros dilemme. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'enfer, hein? C'est ahurissant d'être un parent d'un jeune qui pense au suicide. Là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne savais pas. Est-ce que les médias sociaux ont exacerbé? Mais les médias sociaux, écoutez, là, il y a du bon puis du mauvais, hein? Les médias sociaux... Regardez, on va revenir à Yamaska encore une fois. Hein? Ils ont mis sur pied, avec l'Association québécoise de prévention du suicide, un site. Hein? T'es important pour moi. T'es important pour nous.com. Je ne sais pas si vous êtes allé voir sur le site. Je suis allé. Les gens, ils parlent, entre autres, de l'intimidation à l'école. Je ne sais pas si vous le savez, il y a des centaines et des centaines de jeunes qui se sont exprimés relativement à l'intimidation et encore plus pour dire non à l'intimidation. C'est extraordinaire, c'est comme c'est couvert, c'est utilisé, c'est merveilleux. Alors, c'est toujours le phénomène, hein? Il y a du bon puis du mauvais. Ça a été le bon côté. En fait, si je comprends bien, parce que je ne suis pas trop au courant, c'est une ligne ouverte qu'on a ouverte après l'émission ou quoi? C'est un site? En fait, l'équipe d'auteurs de Yamaska a produit, a rencontré des spécialistes de la QPS pour établir un plan de match. Pour se renseigner, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il voulait aider. Juste une petite mise à l'ordre. Je suis bien d'accord que les gens répondent à la table, mais avant d'intervenir, pensez que ça vous prend un micro.
Donc, je suis très ouvert à ce que vous puissiez répondre. Il n'y a aucun problème. On a 3 caméras, on a du temps, tout est beau. Mais il faut s'assurer d'avoir un micro, sinon c'est... Donc, poursuivez, M. Chien, de permettre... Excusez-moi d'avoir interrompu votre élan, mais je devais faire Parce que là, la remise. bon côté, cette émission-là, finalement, parce qu'au moins, on a ouvert des lignes. Oui. Je comprends ça, là. C'est ça qui s'est passé? Ce qu'on disait aussi, c'est qu'il y a eu, dans le fond, une association, c'est que préalablement, pendant le processus de réalisation, ils sont allés voir les gens de l'Association québécoise de prévention du suicide pour, dans le fond, un petit peu baliser la nature du traitement et qui travaillent ensemble pour faire quelque chose d'utile et qui ait le moins d'effets pervers possible. Et ça, là, c'est quelque chose qui est plus que souhaitable. En passant, les réseaux sociaux, des fois, on n'a pas le choix, il faut surfer dans la vague. J'ai la chance d'avoir un jeune qui va avoir 14 ans en fin de semaine à la maison. Des fois, écoutez, c'est important d'avoir de l'humour, c'est important d'être en relation, c'est important également aussi de... Nos parents, dans le temps, avaient peut-être pas toute notre psychologie en termes peut-être théoriques, mais il y avait le gros bon sens. Et souvent, ils nous avaient par l'estomac, parce qu'à cet âge-là, on est en pleine croissance. Alors, c'est important de toujours garder contact avec nos jeunes, de s'intéresser à eux autres. Mais en même temps, il ne faut pas arriver avec notre topo. Dans le fond, là, chaque génération a ses réalités. Quand la télé est arrivée, là, je serais curieux, si j'aurais eu un micro dans la maison, là, c'est de dire la communication, c'est terminé, c'est abominable, ça laisse entrer des valeurs qu'on ne veut pas, c'était vrai pour la radio, etc. L'avantage, c'est que des fois, il y a une facilité, il y a un terminal qui est là. Quand je parle avec mon jeune, il connaît ça beaucoup plus que moi. Alors, je pense que ce qui peut être porteur d'espoir, c'est l'ouverture sur le monde, mais par contre, il faut les outiller. Parce que le contrôle, il est intrinsèque. Alors, comme parents, il faut développer le discernement chez nos jeunes. Et ça, je pense que ça nous suit toute notre vie. Au niveau maintenant de ce qui est de l'intimidation, ce qui me surprend, c'est qu'il arrive un temps fort, on va refaire une politique contre l'intimidation. C'est pas mauvais. Mais il y a déjà à peu près partout des politiques sur la violence. Et je regrette, mais moi, dans mon temps, là, l'intimidation, c'était la violence. C'est dans l'application, des fois, qu'il peut-être il faut revisiter les façons de mettre en pratique ces politiques-là, outiller les jeunes, sécuriser les gens en général pour dire, si tu te mets à table, ça va-tu faire pire que mieux? Parce qu'il y en avait de la violence quand on était jeune, là. On avait des familles peut-être plus nombreuses, on avait des grands frères, des grandes sœurs, des fois qui veillaient au grain, ou des fois on les donnait à contrat, les gens qui nous intimidaient, ou des fois on finissait ça dehors aussi, on se défendait. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes présentement qui ne voient pas nécessairement les ravages de ce qu'ils font. C'est des jeunes, dans le fond, qui sont en développement. Et il faut les éduquer aussi, de dire, quand tu envoies un message, il est partout, il va perdurer dans le temps. Puis c'est pas parce que des fois tu graphines quelqu'un à distance, mais tu le graphineras en direct, là, probablement qu'il y aurait des gens qui interviendraient. Par contre, l'effet pervers de ça, c'est que des fois ton jeune peut être graffiné, et si tu n'en parles pas, il n'y a pas de trace. Tu le sais après. D'où l'importance de garder un contact. D'où l'importance également aussi, on ne peut pas être le meilleur chum de notre jeune, on est son parent. Mais qui gravite autour du jeune? Alors, c'est important des fois aussi de l'aider à bâtir son réseau de soutien. Pas attendre qu'il soit dans la tourmente. Alors, il y a des pistes aidantes là. Faire des rappels à l'école, avoir des directives claires, les appliquer. Ça, c'est déjà des pistes là, que je pense qui sont aidantes. Oui. Prochaine question, Catherine Gaudreau, Astral. Par la suite, Roger Boivin. Monsieur le juge, vous donnez plusieurs conférences. Quand les gens se confient à vous, vous en avez entendu, j'imagine, de toutes les couleurs. Est-ce qu'il y a sûrement des gens qui sont venus se confier en parlant d'un parent qui s'est enlevé la vie, donc un aîné? Les aînés, on en parle moins, c'est plus tabou. Est-ce que vous l'abordez d'une autre façon ou pour vous, le problème est le même? Pour les aînés, moi, je suis de plus en plus préoccupé par le sort des aînés, là. J'ai 72 et demi, comme disent mes petits-enfants. Et je suis inscrit à l'Université Laval maintenant à la retraite à l'Université du troisième âge pour des cours de philo et des groupes de discussion. C'est capotant, hein? Extraordinaire. Mais
La réalité, c'est qu'au Québec, les aînés, les gens du troisième âge se suicident moins qu'ailleurs, les gens du même âge. Alors, on a un bout positif de ce côté-là. Et les spécialistes nous disent, moi je ne suis pas un spécialiste, je suis un père poqué, un bénévole. Les spécialistes nous disent, c'est parce que nos aînés sont bien entourés et qu'ils ont plein d'activités. Moi, je le vois à l'université, vous devriez les voir. Ils sont, les yeux pétillants, puis ils discutent de Platon, puis de Socrate, puis en philo, puis en sciences, puis la science pour tous. Notre manuel en philo, c'était la philo pour les nuls. Puis on fait des belles rencontres. Puis ce qui m'a frappé, c'est qu'autour de la table, dans un groupe de discussion, ces gens-là, venant de tous les milieux, ils ont un grand respect les uns pour les autres. Tout le monde s'exprime, puis personne ne dit « t'es dans le champ, t'es à côté de la coche ». Moi, j'ai rencontré, lors d'une pause, ma question éternelle à une collègue, à un de mes cours. « Avez-vous des enfants? » Non, je n'ai pas eu d'enfants. Mais j'ai été mère d'accueil. Ah oui? Oui, j'ai accueilli chez moi, j'ai hébergé un enfant, une ado de 15 ans qui avait décroché de l'école, qui consommait. Puis comment ça, c'est beau, comment ça a fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Elle a arrêté de consommer, puis elle est retournée à l'école. Elle est même allée à l'université. Elle m'a ajouté qu'elle a étudié le droit, puis elle est devenue avocate. J'ai dit, wow, ça c'est le gros lot. Mais j'ai dit, comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Pour répondre à votre question, à vos questions. Puis c'est la bonne question, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, comment vous avez fait ça? Un tel succès. Elle dit, je l'ai convaincue d'être une amie, de devenir une amie pour elle-même. Et ça, là, je pense que c'est un beau défi. Vous savez, là, les parents d'ados, de jeunes, à quel point l'amitié est importante. Et si on pouvait proposer comme défi à chaque personne suicidaire ou qui pense au suicide, pense à devenir un ami pour toi-même. Qu'est-ce que ça pourrait changer? En d'autres mots, être juste envers soi-même. Vous savez, les enfants, essayez de leur donner, il y en avait 2, essayez de donner des morceaux de gâteau, là, gros puis petits, à l'un et à l'autre, là. Qu'est-ce que vous entendez? C'est pas juste. Lui, il peut sortir puis rentrer à 9 heures, puis moi, il faut que je rentre à 7h30. C'est pas juste. Ils ont un sens inné de la justice. On peut leur proposer d'être juste. Revendiquer la justice chez les autres, envers nous, c'est correct, c'est parfait. C'est mon métier, ma spécialité, ma carrière, la justice. Puis c'est parfaitement légitime. Mais toute première personne qui doit être juste envers nous, c'est toi, Chloé, ma petite fille, là, de 8 ans. C'est pas Jonathan, ton grand frère. C'est pas ta maman, c'est pas ton père, c'est pas ton grand-papa. C'est toi, Chloé, qui doit être juste. Elle m'a retourné, me faire comprendre qu'elle avait compris 2 ans plus tard, cet été, à l'occasion de mon anniversaire. Elle m'a écrit une lettre, un beau message d'anniversaire, puis elle a terminé. Be fair to yourself, Grandpa. Sois juste envers toi-même, grand-papa. Les jeunes y comprennent. Ils aiment ça, un beau défi, un défi qui est gérable. Puis celle-là, là, je pense que ça fonctionne, entre autres. Mais la vraie réponse à votre question, c'est que, comme parents,
quand on est désemparé, puis croyez-moi, on l'est, puis je vous comprends, de le dire, c'est d'aller chercher de l'aide pour nous, comme parents, d'appeler. On a une ligne d'écoute, là. Hein? C'est quoi le numéro est inscrit? 1-866-APPEL. APPELLE. Hein? 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Partout au Québec, grâce à l'informatique, vous allez rejoindre un spécialiste, quelqu'un qui peut vous guider dans un premier temps, pas faire une thérapie, mais vous guider et vous donner des conseils. Comment faire? Quoi faire dans les médias? Où aller? Baisser la tension, désamorcer la crise. On commence par là. Hein? Mais soyez attentifs aussi, comme parents, soyons attentifs au phénomène de l'ado là, qui capotait pour la musique, qui capotait pour ses amis, pour sa blonde, pour ci, pour ça, pour le foot, hein, les sports. Et du jour au lendemain, il ne veut plus rien savoir. Hein? Ça, c'est un signe là, évident, possible en tout cas, de sérieuse détresse ou d'une dépression. La bonne nouvelle pour la dépression, c'est que ça se soigne. C'est pas permanent. Ça guérit. Oui, c'est l'enfer. Oui, ça nous coupe les jambes. Oui, ça nous implante une perte d'espoir, puis toutes sortes de difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en recevant de l'aide, ça disparaît. Merci. Pas avec une baguette magique, mais avec le temps. J'aurais une question, M. Sheehan. J'aurais une question. question. M'excuse de répondre trop longuement. Non, oui, aucun problème. Me laissant porter. J'aurais une question, moi, pour M. Garneau. Évidemment, là, je ne donnerai pas de nom, mais bon, je travaille dans une salle de rédaction. Catherine travaille. Bon, les journalistes qui sont ici travaillent. Il est arrivé un cas dernièrement qu'on apprend qu'une personne assez connue dans la région décède. Et en journaliste, on se parle, puis on apprend la façon. Puis souvent, et nous, au quotidien, on dit que la personne décède sans plus du côté journalistique. Et le lendemain, il y a, dans les avis de décès, la personne est là. Et à la fin, ça dit on peut faire des dons au Centre de prévention du suicide. Donc, les gens à la maison sont pas caves. Ils voient dans le journal, puis ils disent un tel que j'ai appris hier qui est mort, j'en déduis qu'il s'est suicidé parce que. Et souvent, c'est comme ça dans les médias qu'on l'apprend qu'une personne se suicide. C'est dans la vie de décès. Et tout à l'heure, Carole parlait des gens qui se suicident et qui tuent leurs enfants. On parlait que ces cas-là sont surmédiatisés et qu'on a l'impression qu'on en a beaucoup par rapport aux autres. C'est parce que les autres, on n'en parle pas et on ne le dit pas. Et c'est toujours comme un malaise de dire, est-ce que, dans le cas de la personne, donc je ne nommerai pas, mais est-ce qu'il n'y aura pas moyen là de passer un message de dire ne faites pas ça, il y a de l'aide, il aurait pu de dire est-ce que c'est des cas de santé mentale qui ne sont pas soignés, est-ce que c'est et dans le fond c'est l'espèce de malaise, on le dira pas, on n'en parlera pas, on va faire un petit coin dans un bas de page pour dire que la personne décède. Puis le lendemain, il est écrit dans le journal que c'est suicidé. Là. Et c'est toujours un malaise. On fait quoi avec ça? Écoutez, c'est certain que, on dit souvent, dépendamment toujours de l'impact, dépendamment aussi de c'est qui cette personne-là, etc. Quand c'est écrit, par exemple, faites un don ou encore faites un don au Centre de prévention du suicide, c'est la famille qui décide. Et souvent, nous, comme organisation, on va donc au salon funéraire. On n'est pas indépendant de fortune, mais on va avant tout donner du réconfort à la famille. Il y a même des hommages publics qui sont rendus à cette personne-là. Est-ce que ce n'est pas des occasions de passer des messages qui sont perdus en se gardant une gêne dont on ne le dit pas, c'est un suicide?
Et vous savez, hein, puis la question est posée à peu près à chaque année, il faut faire des rappels, c'est pourquoi on vous a donné une brochure de l'Organisation mondiale de la santé, de façon à savoir que c'est pas uniquement le Centre de prévention du suicide régional qui stipule en même temps qu'il y a des façons de traiter, puis on vous a donné également un nouvel outil que l'Association québécoise de prévention du suicide vient d'imprimer. Alors, ça vous donne des balises. On est également toujours disponible, des fois, si vous voulez, par exemple, faire un traitement, un reportage, etc. On a toujours été disponible à ce niveau-là. Moi, je dirais en général que tout ce qui peut contribuer à promouvoir les services d'aide, à recadrer les mythes, parce que les mythes, dans le fond, ça fait quoi? Des préjugés, tout le monde en a. On peut en avoir favorables, défavorables, ça évolue comme ça dans le temps. Et un préjugé, ça fait mal agir ou ne pas agir. Alors, vous avez en même temps, je pense, une capacité de rejoindre des gens que ça nous prendrait des années à rejoindre. Est-ce qu'on a bien agi de ne pas le dire? Ben, vous avez bien agi de ne pas le dire parce qu'en même temps, c'est certain que si on traite, et le piège, des fois, c'est de tomber dans le, vous savez, voyeurisme, sensationnalisme, trouver un coupable. Ce sont, dans le fond, trouver un coupable, c'est une réaction légitime, humaine, en post-vention, mais c'est pas utile. Puis vous savez que quand on commence à ce moment-là à braquer la caméra sur quelqu'un, il y a des gens comme, par exemple, le juge Michael Sheen qui souffrent. Il y a des gens qui déjà, des fois, se flagellent. Alors, tu fais quoi? Tu vas essayer de l'envoyer ailleurs, la caméra. On n'a pas toutes les informations. Et tout le monde est souffrant. Alors, je pense que ce qui est important, si les gens veulent nous donner un coup de pouce, et c'est ce qu'on a fait aussi, on se trouve des fois des fonds de tiroir, et on a toujours la double contrainte entre est-ce qu'on paie des ressources ou est-ce qu'on se paie de la pub. Puis hier, il y avait le directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide dans une autre activité qu'on a organisée qui parlait, entre autres, du budget provincial pour l'organisation de cette semaine thématique-là. Est-ce que vous savez c'est quoi le budget provincial pour l'organisation de la Semaine nationale de prévention du suicide? En tout et partout, 50 000 $. Et regardez d'autres formes de campagne, puis encore une fois, on ne veut pas être mesquin. On parle souvent de millions, plusieurs millions, quand on fait une campagne qui tient la route un peu. Fait que les gens, des fois, disent « Ouais, mais en même temps, pourquoi vous n'en faites pas de campagne sociétale? » On fait la multiplication des pains, on essaie en même temps d'intéresser les gens. Et on fait des rappels sur notre service d'intervention téléphonique, pour toi, pour un proche. On fait un petit peu de radio. On aimerait pouvoir, des fois, faire de la télé. Donc, on a en même temps aussi des fois à dire, on sacrifie-tu des postes pour faire de la pub? Donc, à l'année, les gens qui veulent nous aider pour démystifier, pour promouvoir des services, pour donner de l'information sur les signes, sur les pistes aidantes, sur les pièges, là, n'importe quand. Par contre, tomber dans voyeurisme, sensationnalisme, trouver un coupable, promouvoir le suicide, donner plein de détails, non, c'est pas utile. Il reste 2 minutes. Question, Roger Boivin. Ah oui, moi, la question, c'était de savoir, longtemps, on nous a dit que Québec était la société occidentale où le taux de suicide était le plus élevé. Est-ce que vous pouvez nous actualiser cette réalité-là dans les dernières années? Ou? C'est plus vrai, là. Alors, on n'a jamais été la société avec le taux le plus élevé. La province ou le Canada? On a été, oui, la région du Canada, là, hein? La province avec le plus haut taux. Ça, c'est plus vrai, là. Hein? On fait du progrès. J'aimerais revenir, par contre, qu'est-ce qu'on fait, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait devant le fait qu'on apprend que quelqu'un s'est malheureusement, là, très malheureusement et tragiquement, s'est enlevé la vie? Première des choses, on redouble d'efforts. Hein? On souligne l'importance d'aller chercher de l'aide lorsqu'on vit une détresse grave. Et des ressources, là, il y en a plein. Il y a des lignes, puis avec toute l'expertise. Puis on peut souligner, il y a 25% seulement des gens
qui pensent au suicide, qui reçoivent l'aide professionnelle dont ils ont besoin. C'est là qu'il faut agir. C'est là qu'il faut dire on se doit collectivement de se mettre à l'œuvre et d'être là les uns pour les autres, de récupérer la solidarité que nos ancêtres, nos premiers colons... Regardez, une minute. Rapidement, Catherine, tu peux prendre le micro. Dernière minute de jeu. Questions et réponses. Excusez-moi, M. Tremblay, ça ira la semaine prochaine. Je suis désolé. Monsieur Gardon, une chose importante que vous avez dite lorsqu'on parle des médias puis comment traiter l'information. Vous dites on ne peut pas tomber dans le voyeurisme, je suis d'accord. Puis pas de détails scabreux, au fond. Sur les moyens. Bon. Mais parce qu'il y a eu beaucoup, en tout cas cette année, ça a été un peu comme ça, des suicides, des meurtres suivis des suicides, il y a eu des tueries aux États-Unis. Comment traiter ça? Parce qu'on parle de surmédiatisation. Est-ce qu'à trop en parler, on va encourager d'autres? Pas en parler, les médias se tirent là-dessus. On ne sait pas comment faire. Est-ce qu'il y en a trop, pas assez? Qu'est-ce qu'on fait mal ça? Écoutez, puis encore une fois, c'est toujours la même chose. On dit qu'il faut en parler. C'est une réalité sociale. Mais il faut en même temps toujours comprendre, comme le juge l'a si bien fait ressortir, que dans le fond, ce n'est pas un geste éclairé. Il ne faut pas promouvoir le suicide. Il ne faut pas donner un caractère héroïque, romantique. Jamais. Et c'est un geste désespéré. Et c'est le travail, dans le fond, là, individuel et collectif. Tout le monde peut être mis à contribution pour recadrer, pour des fois, par exemple, nous aider à faire tomber les préjugés, pour promouvoir et démystifier les services d'aide, pour se mettre en mode écoute des fois, profiter de la crédibilité qu'on a pour dire, ben autre tantôt, savais-tu qu'il y a tel service? Plus on travaille en amont, ben l'aspect préventif, là, il est porteur d'espoir. Alors, des fois, on peut être au bon endroit au bon moment, et on peut désamorcer là, des situations là, qui pourraient devenir pathétiques. Et je fais un rappel encore une fois. M. Poulain est là. Il faut s'arrêter, M. Voilà. Malheureusement, excusez-moi. Non, c'est bon. Pour rentrer dans l'heure, ils resteront disponibles pour les entrevues par la suite. Merci d'avoir été là. Merci, M. Cheyenne. Merci, M. Gardon. Malheureusement, on fait 1 heure. C'est parfait. Et c'est tout le temps qu'on a.